Il y a des cartes graphiques qu'on oublie. Et puis, il y en a d'autres qui marquent une génération entière. La Saphir Radeon HD 4850, c'est clairement la deuxième catégorie. Avant de parler de performance, il faut comprendre ce qui se passe sous le capot. Parce qu'avec une RV 770, le chips qui propulse la HD 4850, ce n'est pas juste une évolution de ce que faisait AMD avant. C'est une refonte quasi totale et c'est précisément pour ça que cette carte a autant marqué les esprits. La grande nouveauté du RV 770, c'est son architecture de shaders unifiés. Concrètement, ça veut dire que les 800 unités de traitement à l'intérieur du chips ne sont pas spécialisées. Ils peuvent tout traiter n'importe quel type de calcul. Pixels, vortex, géométrie. Le chips répartit le travail dynamiquement selon les besoins de la scène. C'est bien plus efficace que les architectures précédentes où chaque type d'unité avait un rôle fixe et rigide. Pour comparaison, la GeForce GTX 280 de Nvidia dispose de 240 processeurs de stream. Certes, plus puissants individuellement, mais bien moins nombreux. AMD a fait le parti de quantité sur qualité unitaire. Et en pratique, dans les jeux de l'époque, ça payait. Le RV 770 supporte DirectX 10.1 et les shaders modèle 4.1, une version légèrement améliorée de DirectX 12 que Microsoft avait introduit avec Vista SP1. En théorie, ça permettait des effets visuels plus précis et plus efficaces. En pratique, très peu de jeux ont réellement exploité DirectX 10.1. À l'époque, la plupart ciblaient DirectX 9 ou DirectX 10 de base. Mais c'est un avantage technique que Nvidia ne pouvait pas s'offrir avec les GTX 280. Et AMD ne s'est pas privé de le souligner dans sa communication. Un autre point fort, l'architecture RV770, c'est la refonte complète de l'interface mémoire. AMD a distribué des contrôleurs mémoire sur les bords du chips. Chacun avait son propre cache L2. Résultat, même avec un bus de 256 bits, ce qui peut paraître modeste sur le papier, la bande passante effective est nettement supérieure à ce que les chiffres laissent supposer. AMD affirmait que cette conception permettait d'atteindre des performances équivalentes à un bus de 512 bits dans certains scénarios. C'est ambitieux comme affirmation, mais les benchmarks de l'époque ont confirmé que l'interface mémoire de la HD 4850 ne constituait pas un goulot d'étranglement, ce qui était vraiment une surprise. Passons maintenant à la carte en elle-même. La première chose qui frappe quand on sort la Saphir HD 4850 de sa boîte, c'est sa taille. Elle est relativement compacte pour une carte de ce niveau de performance. Là où la GTX 280 était un monstre de longueur qui ne rentrait pas dans tous les boîtiers, la HD 4850 s'installe sans problème dans la grande majorité des configurations. Le PCB, c'est-à-dire le circuit imprimé, est de couleur rouge, une signature visuelle typique de Saphir à l'époque. On y trouve des condensateurs solides, une conception propre, sans fioritures. Saphir a suivi fidèlement le design de référence d'AMD, ce qui garantit une bonne fiabilité, une dissipation thermique bien pensée dès le départ. Du côté alimentation, la carte ne demande qu'un seul connecteur 6 broches PCIe. C'est vraiment minimal pour une carte de cette puissance. Sa consommation maximale est annoncée à 110 watts, raisonnable et accessible à la quasi-totalité des alimentations du marché en 2008. Le refroidissement de la HD 4850 a une réputation un peu mitigée. Le système de série, un ventilateur centrifuge avec un dissipateur en aluminium et cuivre, fait le travail, mais il le ferait bruyamment. Sous charge, le ventilateur monte en régime, et ça s'entend clairement. Ce n'est pas insupportable. Mais dans un salon silencieux, vous allez le remarquer. On en parlera en détail dans la section température. Saphir a d'ailleurs proposé une version toxique de la carte avec un système de refroidissement bien plus élaboré. Le Zalman VF900, pour ceux qui veulent jouer en silence et pousser l'overclocking plus loin. À l'arrière de la carte, on trouve deux sorties DVI Dual Link, plus une sortie pour le téléviseur. Un adaptateur fourni dans la boîte permet d'utiliser l'HDMI depuis l'un des ports DVI. Avec en bonus le son 7.1 canaux grâce au processeur audio intégré au GPU. Pour l'époque, c'est une connectique complète et bien pensée. Un adaptateur VGA est également inclus si vous avez un vieux moniteur.
Côté logiciel, AMD fournissait à l'époque les drivers Catalyst. L'installation était globalement simple, mais il faut être honnête. En 2008, les drivers AMD avaient parfois la réputation d'être moins stables que ceux de Nvidia, des crashs occasionnels et quelques incompatibilités avec certains jeux. Rien de rédhibitoire, mais suffisamment fréquent pour alimenter les forums de l'époque. AMD a progressivement amélioré ses drivers au fil des mises à jour Catalyst, tout au long de l'année 2008 à 2009. Le Catalyst Control Center, le panneau de contrôle d'AMD, permettait de régler des paramètres d'affichage, l'anti-aliasing, le filtre anisotrope et accéder aux options Crossfire X si vous aviez deux cartes. En termes de compatibilité système, la HD 4850 demande Windows XP, Vista ou 7. Linux et Mac étaient très peu supportés à l'époque pour les GPU AMD. Une carte mère avec un slot PCIe 2.0 est recommandée, mais la carte fonctionne aussi sur un PCIe 1.1, une légère perte de bande passante théorique quasiment imperceptible en pratique. Bon, on a décortiqué l'architecture, on a regardé la carte sur toutes ses coutures. Maintenant, place aux chiffres, parce qu'une carte aussi bien conçue soit-elle, ça se juge avant tout parce qu'elle sort sur les jeux. Et en 2008, les jeux ne faisaient pas de cadeaux. Crysis, le jeu cauchemar, celui qui faisait ramer même la meilleure carte de la planète en 2008. Si votre GPU pouvait le faire tourner correctement, c'est qu'il était vraiment bon. En résolution 1280 par 1024, avec les paramètres en médium, la HD 4850 tourne autour de 40 à 45 images par seconde. C'est tout à fait jouable. On passe en high, ça descend entre 25 et 35 fps selon la scène, encore acceptable pour un joueur patient. En very high, par contre, on tombe sous les 20 fps. Là, même la 4850 capitule. Mais honnêtement, en 2008, même la GTX 280 galérait en very high sur Crysis. C'est le jeu qui mettait tout le monde à genoux. On passe à quelque chose de plus accessible. Call of Duty 4 Modern Warfare. Un des jeux les plus joués à l'époque, avec un moteur bien optimisé et la HD 4850 est dans son élément. En 1920 par 1200, avec tous les détails au maximum, on tourne entre 60 et 80 images par seconde sans broncher. C'est fluide, c'est beau, c'est exactement ce qu'un joueur cherchait à l'époque. La GTX 280 faisait légèrement mieux, mais la différence est quasi invisible à l'œil nu en jeu. Far Cry 2 maintenant, sorti en octobre 2008, juste quelques mois après la sortie de la 4850, est un jeu open world exigeant avec un moteur qui pousse vraiment les GPU dans leur retranchement, notamment grâce à son rendu de feu et à ses végétations très détaillées. En 1680 par 1050, avec les détails en ultra, la HD 4850 délivre entre 35 et 50 fps selon les zones. En ville ou dans les campements, ça monte, et en pleine nature avec beaucoup de végétation et d'explosions, ça descend un peu. Mais globalement, le jeu est parfaitement jouable et visuellement très impressionnant pour l'époque. Alors, qu'est-ce qu'on retient de toutes ces stats ? La Saphir HD 4850 est une carte qui joue dans la cour des grands tout en restant dans un budget raisonnable. Elle n'écrase pas la GTX 280, personne n'y s'y attendait, mais elle lui tient tête sur beaucoup de titres pour 3 fois moins cher, face à la 980 GTX de Nvidia, positionnée dans la même gamme de prix, elle est souvent devant ou à égalité. Le seul bémol qu'on commence à entrevoir, c'est la gestion de l'anti-aliasing. Poussée au niveau x8 en haute résolution, la mémoire GDDR3 monte ses limites face à la GDDR5 de la 4870. Mais pour 90% des joueurs de 2008, ça ne changeait absolument rien. On a également essayé de faire tourner 2 autres titres, Pragmata et Resident Evil Requiem. Et là c'est simple, le jeu ne se lance tout simplement pas, écran noir ou crash immédiat au démarrage. Impossible d'aller plus loin. Alors pourquoi ? Il y a plusieurs raisons possibles et elles s'accumulent souvent les unes sur les autres. Première raison, le DirectX. La HD 4850 supporte DirectX 10.1 au maximum. Les jeux modernes, comme Pragmata et Resident Evil Requiem, sont développés pour du DirectX 12, voire du DirectX 12 Ultimate. Ce n'est pas juste une mise à jour, c'est une génération entière d'instructions graphiques que la RV770 ne connaît tout simplement pas.
C'est comme demander à quelqu'un de lire un texte avec une langue qui n'existe pas encore dans son temps. Deuxième raison, les shaders. Les jeux modernes utilisent des shaders écrits pour des architectures récentes, RDNA chez AMD, Ampere ou Ada Lovelace chez Nvidia. Ces shaders contiennent des instructions que la RV770 est incapable d'exécuter. Le jeu essaie de compiler des shaders au démarrage, échoue et plante immédiatement. Troisième raison, la mémoire. Avec 512 MO ou 1 Go de VRAM, la HD 4850 est très loin des 8 à 12 Go que les jeux modernes exigent au minimum. Certains jeux vérifient que la quantité de VRAM est disponible avant même d'afficher le menu principal. Et si ça ne correspond pas au minimum requis, ils refusent tout simplement de démarrer. Quatrième raison, les drivers. AMD ne publie plus de drivers pour la HD 4850 depuis très longtemps. Les drivers modernes d'AMD, la suite Adrenaline, ne reconnaissent plus cette carte. Vous êtes donc bloqué sur des anciens drivers. Catalyst, qui ne sait pas communiquer correctement avec les jeux récents, leur moteur et leur système de protection comme de nouveau. En résumé, ce n'est pas un bug, ce n'est pas de la malchance, c'est simplement la réalité d'une carte qui a 16 ans d'âge. Elle a été conçue pour une époque, elle a brillé dans cette époque, mais le monde a avancé sans elle, et c'est tout à fait normal. On arrive maintenant à un point sensible avec la HD 4850, la thermique et le bruit. C'est probablement le vrai seul reproche qu'on peut faire à cette carte, et il est important d'en parler franchement. Sous charge complète, Crysis en Very High et 3D Mark Vantage en boucle, la température monte entre 85 et 95 degrés Celsius. C'est dans les limites que la RV770 est conçue pour supporter. C'est clairement chaud. AMD annonçait une température maximale de 100 degrés pour ses chips. On est donc dans une zone rouge théorique lors de sessions de jeu prolongées en été ou dans un boîtier mal ventilé. Les conseils de l'époque étaient que si vous aviez une 4850, il fallait mieux investir dans un boîtier avec une bonne circulation d'air, ça faisait toute la différence. Et puis, il y a le bruit sous charge. Le ventilateur de la HD 4850 standard monte facilement entre 50 et 60 décibels. Pour donner un point de comparaison, c'est à peu près le niveau de conversation normale. Sauf que là, c'est un son aigu et continu, beaucoup moins agréable à l'oreille. Et en jeu, avec le son, vous ne l'entendiez pas. Mais pendant un chargement dans les menus ou dans les cutscenes, là, il se fait remarquer. C'est d'ailleurs pour cette raison que la version toxique de Saphir avec le Zalman VF900 a été bien accueillie. Ce refroidissement aftermarket était nettement plus silencieux et gardait la carte bien plus au frais. Si vous aviez la possibilité de choisir entre les deux, la toxique vaut clairement le petit supplément de prix. On arrive à la fin de cette review, il est temps de faire le bilan. La Saphir Radeon HD 4850, c'est quoi exactement? C'est une carte qui a réussi quelque chose de rare dans l'industrie, surprendre tout le monde. Personne ne s'attendait à ce que AMD sorte un GPU capable de tenir tête à des cartes 2 fois plus chères, avec une consommation raisonnable dans un format compact, et pourtant, c'est exactement ce qui s'est passé. Les points forts sont nombreux, le rapport qualité-prix exceptionnel pour l'époque, l'architecture RV770 est brillante, efficace, évolutive et bien pensée. Les performances en jeu sont au rendez-vous sur la grande majorité des titres de 2008. Du côté des défauts, on retient surtout le thermique et le bruit. La carte chauffe et elle le fait savoir. Les drivers AMD de l'époque étaient perfectibles avec des incompatibilités sur certains jeux. Et la mémoire GDDR3, si elle n'est pas un problème majeur, en pratique, elle reste en dessous de la GDDR5 de la HD 4870 sur les jeux les plus exigeants en haute résolution. Mais au-delà des chiffres et des benchmarks, la Saphir Radeon HD 4850 mérite sa place dans l'histoire des GPU pour une raison simple. Elle a forcé Nvidia à revoir ses prix à la baisse et à prouver qu'on pouvait avoir d'excellentes performances sans se ruiner. C'est grâce à des cartes comme celle-là que le marché reste compétitif et que les joueurs en bénéficient. Si on devait lui donner une note, on mettrait 9 sur 10. Un point retiré pour le thermique et le bruit. Pour le reste, c'est exemplaire de son époque. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Vous pouvez aussi soutenir la chaîne en allant voir le Tipeee. Ça aide vraiment la chaîne à grandir. Et dites-moi en commentaire si vous avez eu aussi une 4850 et quels souvenirs vous en gardez. À la prochaine, c'était Ardeur Manceur, l'art de faire rugir le hardware.